t'aurais vu Sophie Terrien? Elle est au maquillage. Encore? Ben là, je vais aller voir ce qui se passe, là. Hey, ça va mal, je peux pas faire mon expérience. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pas de gélatine. Ah, comment ça? Ben, je vais essayer d'en trouver, là, mais je vous garantis rien. OK. Oh non. Tu parles de bruit d'enfer. Faut que ça arrête, ce bruit-là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu parles d'un bruit d'enfer, toi? Oui, ça vient d'en haut. Ils font des réparations, là. Mais faudrait vraiment que ça s'arrête parce qu'ici, nous, on fait de la télé. Ouais, c'est ça que je te disais. Là, regarde, là. On a une caméra qui a lâché. Une caméra qui fonctionne plus. Hey, quand ça va mal, là, ça va mal. Pour une émission sur l'enfer, je vous jure que c'est l'enfer. La chose que je déteste le plus au monde, c'est être prise dans la circulation. J'haïs la circulation. La circulation, c'est l'enfer. Pour la relève de soir, on va assigner des secteurs. Pour Couture Mercier, 62-16, dans le secteur 1 et 2, à 17h30, le repas. Et puis, Pour en savoir davantage, je me suis rendue au poste Montréal Métro de la Sûreté du Québec. Jean Couture et Mercier, je vais plonger dans l'enfer de la période de pointe. Le métropolitain, c'est connu. C'est souvent ralenti sur des heures de pointe. Ça, c'est l'enfer. Oui. Un véhicule en panne. On s'envoie un appel, là. Chaque jour sur le réseau d'autoroutes de Montréal, il se produit environ 40 pannes. Donc 40 embouteillages. Et ça, c'est sans compter tous les accidents. Et tous les travaux pendant l'été. Et toutes les tempêtes de neige l'hiver. C'est beau, tout le monde. On se rend le plus rapidement possible, en prenant le moins de chance possible. On remarque souvent que les gens ils regardent pas dans le miroir, dans le rétroviseur. C'est comme lui, là, il sait pas trop. Il nous a pas vus, là. Là, il vient juste nous voir. Tu vois l'importance de se rendre rapidement sur les lieux. Le véhicule est en panne dans la voie de gauche. Oui. La voie de gauche, c'est la voie la plus rapide. Que s'il y avait une fausse manœuvre, il y aurait le danger d'avoir des accidents. Il y a quelques années, la période de pointe durait 1 heure. D'où l'appellation d'heure de pointe. Aujourd'hui, ça dure 3 heures, matin et soir. C'est causé parce que là, quelques années, il y avait peut-être juste un véhicule à chaque famille. Maintenant, on peut voir facilement de 2 à 3 véhicules. Puis on va souvent remarquer que dans les véhicules, il y a seulement juste une personne. Si on mettrait plus de personnes dans chaque véhicule, il y aurait moins de véhicules, donc moins de circulation. Donc, le covoiturage, c'est pas vraiment encore à la mode. Le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui habitent à l'extérieur de la ville, est-ce que ça change quelque chose? Oui, c'est sûr, les banlieues, soit la Rive-Sud ou la Rive-Nord, ça amène beaucoup de gens à circuler aux heures de pointe. Des gens qui viennent travailler en ville et qui repartent après leur journée de travail. Chaque jour, près d'1,5 million de véhicules empruntent l'un des nombreux ponts donnant accès à Montréal. Et le pire, c'est que ce nombre augmente de 100 000 par année. Avec le temps, la période de pointe risque donc de devenir encore plus longue, encore plus polluante, encore plus infernale. On est trois véhicules de large, là. Puis en haut, là, pour aller sur la voie rapide, il y a juste une voie. S'il y a autant de problèmes de circulation à Montréal, c'est en partie parce que certaines voies rapides, construites il y a plusieurs années, n'ont pas été conçues pour recevoir autant de véhicules. Il y a 2 camions, on ne peut pas rien faire. La solution? Construire de nouvelles routes? Oh non! Ah non, ça ferait juste empirer le problème parce que ça encouragerait davantage les gens à utiliser leur voiture. Non, il faut plutôt diminuer le nombre de véhicules sur les routes. Dans le fond, là, la solution, c'est pas si compliqué que ça. S'il y a une planète de notre système solaire qui mérite de s'appeler la planète de l'enfer, c'est bien Mercure. La planète Mercure est celle qui se trouve la plus près du Soleil. Le jour, la température au sol peut dépasser 400 degrés Celsius. Mais savais-tu que malgré cette chaleur d'enfer, on pense qu'il y aurait de la glace sur Mercure? Comment il pourrait y avoir de la glace sur une planète si chaude? C'est à cause d'une zone d'ombre près du pôle. Cette zone fait environ 100 km par 400 et n'est pratiquement jamais frappée par les rayons du Soleil. À cet endroit, la température atteindrait au maximum moins 150 degrés.
Prendre un bain de soleil à 400 degrés ou patiner à moins 150, c'est loin d'être le paradis, hein? Ça va être l'enfer. Mon cœur, pas déjà? Oui, qu'est-ce qui te prend? J'ai pas le goût d'entendre la musique. C'est nouveau, ça? Bon, ben, faut que j'y aille. Tiens. C'est pas fin. C'est un qui refuse un sandwich. On aura tout vu. Je pense que je suis sur le bord d'une dépression. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est sérieux, Max, faut que je fasse un gros ménage. Toi, faire du ménage? Là, tu vas faire une dépression, puis c'est vrai. C'est pas drôle, Max. C'est dans ma tête qu'il faut que je fasse du ménage. Ce que je vis, c'est pire que l'enfer. Bon, qu'est-ce que tu graves? Je me sens persécuté dans mon moi intérieur. Elle est bonne, celle-là. Bon, ben, faut que j'y aille. Salut! Hey, Max, attends un peu. Faut que je te demande un conseil. Ben, fais ça vite, là, je suis déjà en retard. D'après toi, c'est quoi la meilleure façon d'annoncer une nouvelle à quelqu'un? Ben, moi, quand c'est bien important, j'aime ça écrire. Je trouve que c'est plus facile de dire les choses dans des lettres. Bon, salut! Facile, facile. Moi, je vais dire ça, moi, Philo, que c'est à cause de lui que je déprime puis je veux plus le voir pendant un bout de temps. Vas-y, Greg, on est prêt pour le défi. C'est le moment du défi! On vous met au défi de recueillir dans ce pot une odeur infernale. Une odeur. Ça s'attrape quand même pas au vol, une odeur. Hein? Ah, moi, je sais ce qui pue vraiment. Là. Ce qui sent très mauvais, là, c'est du jus de pied. Tu pourrais peut-être tordre tes bas. Vous êtes sur la bonne piste, mais on va vous aider un peu. Pour recueillir une odeur, il vous faut un milieu propice. Ah, ben la gélatine que tu cherchais tantôt, ça pourrait peut-être nous être utile. Tout à fait, c'est très simple à faire. On met 4 sachets de gélatine, puis on ajoute une demi-tasse d'eau bouillante et on brasse. Ça ressemble pas mal à une recette de jello, ça. Lorsque c'est bien mélangé, on met le couvercle et on couche le pot sur le côté, comme ça, et on attaque la gélatine fige. Pour se distraire un peu, on en profite pour suer, surtout dans nos espadrilles. Ah, c'est le moment de faire ta part, Grégory. OK. Ça va en forme. Ton pied est enfin prêt pour notre expérience, Grégory. Enlève ton soulier et ton bas. Ah, vous l'aurez voulu. Oh non! Hey, qu'est-ce que tu fais là? Avec le cure-oreille, je recueille le plus de sueur possible entre tes orteils. Wesh! Et moi, avec le cure-oreille, j'étends la sueur sur la gélatine. Là, je pense qu'elle vient d'ajouter beaucoup de saveur à notre jello. En tout cas, ça promet. Ça promet plus que tu penses, Marie-Soleil. Ensuite, on referme le bocal et on le met à la noirceur dans un endroit chaud. Pendant au moins 4 jours. Après 4 jours, voici le résultat. Ça n'a pas de sens, ça pue! Ferme ça! Ferme ça, cette affaire-là. Ah! Hey, mais comment ça se fait que ça pue autant? C'est à cause des bactéries. En transpirant dans ton espadrille, tu as donné la chance à des milliers de bactéries de se multiplier. C'est pour ça que des fois, nos pieds puent. Et en enfermant les bactéries dans un pot, ils ont continué à se multiplier. Fait que c'est ça qui ont fait une mauvaise odeur. Regarde, on dirait qu'il y a des moisissures là, sur la gélatine. Ça vient quand même pas du jus de pied, ça? Non, ça, c'est quand on a ouvert le pot, ils étaient dans l'air, ils ont dû tomber sur la gélatine et ils se sont multipliés. Hey, j'en reviens pas, moi. Réussir à faire une odeur d'enfer dans un aussi petit pot. Hey, savez-vous, j'ai une idée. J'aimerais ça que vous me donniez un coup de main. Il y a quelqu'un à qui j'aimerais faire une grosse surprise. À la baie James, il paraît qu'il y a 2 choses qu'il y a à profusion, qu'il y en a plein. De l'eau. Alors ça, c'est vrai, de l'eau, il y en a partout, j'ai vérifié. Mais ça a l'air qu'il y a aussi plein d'insectes piquants. Des maringouins, des mouches noires, des choses comme ça, là. Mais sinon, moi, j'en vois, mais je n'ai pas vu tant que ça. Où est-ce qu'ils sont, ces insectes piquants-là? Bon, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins pour 2 raisons. La première, c'est qu'il fait un peu froid. Dans ce temps-là, les mouches se cachent. Puis la deuxième, c'est qu'on vient d'épandre aussi. Puis si on n'épandait pas, ce serait l'enfer. Oh! C'est ça de l'épandage? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait, au juste? Ce que ça fait, c'est qu'on épand un insecticide biologique dans les cours d'eau et les tourbières.
qui arrive, c'est que les mouches noires et les maringouins vont pondre leurs œufs dans l'eau. Puis après l'éclosion des œufs, il y a des larves qui sortent des œufs. Puis nous, on n'est pas un insecticide que les larves vont manger puis ça les tue. Et les larves, ça se trouve seulement dans l'eau. Oui, c'est ça. Jusqu'en 1989, à la baie James, l'été, c'était l'enfer pour les travailleurs. Il y avait tellement de moustiques et de mouches noires que les gens trouvaient que l'hiver, c'était le paradis. Imaginez, il fait environ moins 40 en hiver. Aujourd'hui, les choses ont changé. La vie est plus vivable, parce qu'en tuant ainsi les larves, on diminue la quantité de moustiques et de mouches noires dans un rayon de 10 km autour du campement. Ah, c'est ça, des larves? Oui, c'est ça. Ça ressemble à des espèces de petites quilles. Ça ici, c'est des larves de mouches noires. Il me semble que j'en vois bouger, là. Oui, il y en a encore qui bougent, c'est parce que le contrôle, il contrôle seulement 80 %. Une mouche noire, là, ça peut pondre combien d'œufs? La femelle va pondre entre 200 et 500 œufs. Puis si on faisait pas d'épandage, il y en aurait tant que ça? Ah oui, il y en aurait beaucoup. Moi, je me souviens une fois, avec mon filet, j'avais ramassé 1700 mouches à l'extérieur de la zone contrôlée en 2 minutes. Puis dans la zone contrôlée, je n'avais ramassé seulement 20 dans le même temps. Ouais, s'il n'y avait pas ça, on se ferait piquer. Mais pourquoi faire ces insectes-là nous piquent? C'est seulement que les femelles qui vont piquer. Puis elles piquent parce qu'elles ont besoin de sang pour pondre leurs œufs. Puis le sang, elles le trouvent juste sur des êtres humains? Ah non, elles en trouvent aussi sur les animaux, les oiseaux, même les grenouilles. Comment est-ce qu'on sait que c'est des moustiques qu'il y a ici et non des mouches noires? Parce qu'ici, c'est une eau qui n'a pas de courant. C'est pas comme un ruisseau ou une rivière. C'est plutôt genre une tourbière ou un fossé en bordure de route. On trouve toujours des moustiques là-dedans. Évidemment, on peut pas faire tout le travail à pied. Quand il s'agit d'épandre sur de grandes surfaces, on a recours à des hélicoptères. Vous inquiétez pas, on s'est assuré que ça avait aucun effet sur les autres animaux, y compris l'être humain. Est-ce qu'ils servent à quelque chose, ces insectes-là, là, à part nous nuire? Ben, les insectes piqueurs sont très utiles comme nourriture pour les oiseaux et les poissons. Est-ce que c'est grave, le fait qu'on en élimine là, avec l'épandage? Disons qu'ici, ce qu'on élimine, c'est pas sur une grande surface, puis il en reste tout le temps, ce qui fait que c'est pas trop... ça affecte pas beaucoup. Puis à cause que le contrôle est spécifique, il reste quand même d'autres sortes d'insectes que les oiseaux et les poissons vont utiliser. Bien, Grégory, t'as l'air d'aimer ça, les moustiques? Justement, demain, il annonce chaud et humide. Tu devras peut-être rester avec nous autres un peu plus longtemps. Non, sais-tu? De toute façon, c'est très, très gentil. Mais heureusement, mon équipe et moi, on s'en retourne à Montréal. Hein. On s'en va. Alors, ça tombe bien. Hey! Hey! Attendez-moi! Savais-tu que pour certains mâles, la vie amoureuse est le pire des enfers? Par exemple, chez certaines espèces, l'araignée mâle risque sa vie à chaque fois qu'il s'accouple. En effet, à cause de sa très petite taille, la femelle peut facilement le confondre avec une proie. Si le mâle ne veut pas finir en casse-croûte, il doit s'approcher avec beaucoup de précautions et se tenir prêt à décamper au moindre signe d'agressivité. Malgré tout, le mâle araignée est plus chanceux que le mâle de la menthe religieuse. Lui n'a pour ainsi dire aucune chance de s'en sortir. Lors de l'accouplement, le mâle de la menthe religieuse se fait dévorer les pattes avant et la tête par sa belle. Le plus curieux, c'est qu'à moitié dévoré, il ne perd même pas l'envie de s'accoupler. Et il y parvient. Son enfer amoureux ne s'arrête pas là, parce que dès l'accouplement terminé, il sert de gâteau de noces à sa dulcinée qui achève de le dévorer. Grégory, as-tu envie de t'abonner? Je voulais juste savoir s'il avait envie de s'abonner à un magazine plein d'humour et de science, un magazine étonnant. Parce que les débrouillards, c'est tout ça, hein? Alors, si tu as envie de t'y abonner, téléphone au 514-875-4444. On va te donner tous les renseignements. Max, où est-ce qu'il est? Dans sa chambre. Dans sa chambre? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. T'es sûr? Je viens d'aller lui emprunter ses pesées puis ronfler les métal. Ouf. Donc, qu'est-ce que t'as, toi? Ça va pas? Moi, ça va, mais c'est une autre paire de manches. Lis ça. C'est l'écriture de CA? Lis, je te dis. Mon cher Philo, si je t'écris, c'est parce que j'ai quelque chose de très grave à t'annoncer. Que CA, pas capable d'écrire 2 mots sans faire de faute. Laisse faire les fautes, puis lis.
Ma vie est un enfer. Alors, j'ai pas le choix. Je suis obligée de prendre les grands moyens. Qu'est-ce qu'il raconte là? Écoute le reste. On ne se verra plus, mais comprends que c'est la meilleure solution pour moi. Ne m'en veux pas si je te fais de la peine, C.A. Mais c'est pas vrai. Je pense pas. Tu vois maintenant pourquoi je suis sur les nerfs? Qu'est-ce qu'on va faire? Compte sur moi, Max. C.A. c'est mon ami, puis je le lâcherai plus d'une semaine avant qu'il s'en sorte. Plusieurs d'entre vous se souviennent sans doute de Pierre Deslandes, qui est un participant à la course Destination Monde de l'an dernier. Bonjour Pierre. Bonjour Greg. C'est quoi la course, juste? Si j'avais à te donner une image de la course en 2 mots, je te dirais que c'est un peu comme une montagne russe qui va très très vite, qui t'emmène dans toutes sortes de pays, avec ses hauts et ses bas, mais ça va trop vite pour que tu puisses débarquer. T'as été tout seul tout ce temps-là? Oui, tu rencontres des gens de temps à autre, mais tu es très souvent seul à manger dans les restaurants, à voyager seul. Il y a beaucoup de solitude dans la course. Quand on voit des images de ton périple, là, comme ça qu'on a vu tout à l'heure, on se rend compte que tu as vécu vraiment toutes sortes de situations. Oui, il y a des situations qui vont de l'enfer jusqu'au paradis. Jamais entre les deux, par exemple. J'espère pour toi que ça a été plus souvent le paradis que l'enfer. Oui, il y a des très, très beaux moments dans la course. Moi, je me souviens au début de la course, c'était la Mongolie. J'ai passé quelques jours avec les nomades dans les steppes, à coucher sous la yourte, à manger avec eux. Je me souviens du Vietnam, qui était... surtout les rencontres qui ont été fantastiques à ce moment-là, avec les peintres que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Puis j'oublierai jamais la Mauritanie, là, vers la fin du voyage, le désert du Sahara, les dunes d'une trentaine de pieds dans lesquelles on se promenait en jeep, tout ça. Quand tu parles d'enfer, j'imagine que tu fais plutôt référence à l'aventure qui t'est arrivée au Niger. Entre autres, je pense que tous les concurrents dans la course vivent des situations risquées. Moi, j'en ai vu quelques-unes, entre autres celle du Niger, qui est quelque chose que je suis pas prêt d'oublier. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Au Niger, c'était un film que je voulais faire sur les agriculteurs et les éleveurs. C'était un problème chaud là-bas. Et quand je me suis rendu, c'était en pleine campagne électorale, il y avait un des candidats à la présidence du Niger qui était là. Alors, on a été reçus avec tous les dignitaires, etc. Puis, à un moment donné, alors qu'on était en train de prendre tranquillement le thé sur la terrasse, on a entendu des rafales de coups de feu. Comment tu as réagi quand tu as entendu les coups de feu? Bien, il y a eu comme une espèce de flottement au départ. Il y a eu un mouvement de foule, et puis tout à coup, on a entendu des rebelles, et tout le monde est disparu en un instant. Moi, je me suis précipité sous une voiture là, qui était tout proche, qui se trouvait avec la voiture dans laquelle j'étais venu. As-tu vraiment eu peur de mourir à ce moment-là? C'est sûr que tu as peur, c'est sûr qu'il y a des grosses frayeurs, mais tu penses pas vraiment à ça parce que c'est quelque chose qui t'apparaît trop loin. Tu penses d'une minute à l'autre ce qui va se passer. Tu regardes de chaque côté ce que sont les événements et tout, mais tu penses pas là, que tu vas mourir comme tel. C'est quand le moment où tu as eu le plus peur? Le plus peur, je te dirais, à un moment donné, les rebelles tiraient des balles que j'ai compris être après des balles incendiaires là, qui prennent feu et qui ont mis le feu, entre autres, à la grange, à la maison, tout ça. Je me suis retourné à un moment donné très brusquement parce qu'il y en a une qui est tombée tout proche derrière dans mon dos. Et les 2 personnes qui étaient avec moi, on s'est réfugiés complètement à l'autre bout de la Jeep. Alors, tu t'en es sorti? On s'en est sorti. On a eu peur que les soldats manquent de munitions à un moment donné, ce qui a ajouté à la frayeur. Mais ça s'est terminé avec quelques morts, malheureusement, beaucoup de blessés, après 3 heures là, de fusillade intensive. Hey Pierre, d'avoir connu l'enfer comme ça, qu'est-ce que ça change dans ta vie aujourd'hui? Je sais pas. Quand j'y repense, je me rends compte que les gens que j'ai pu aider un petit peu là-bas, parce qu'une partie de la nuit qu'on a passée après l'assaut, je la passais à soigner des gens, à donner des Tylenol, que le monde prenait un peu plus comme de l'espoir que comme autre chose. Si j'en tiens une chose, peut-être que si je pratiquais la médecine un jour, j'aimerais la pratiquer dans ces endroits-là où les gens ont besoin, apprécient beaucoup ce qu'on leur dit. C'est ce que tu étudies? En ce moment. Ah, à des chances. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci. Hey, regarde, il y en a une autre, là. Incroyable! C'est la 4e! Aïe, aïe, aïe. Ouais. Dolores, ça arrive de plus en plus souvent qu'il y a des débrouillards qui en trouvent des seringues comme ça par terre dans les parcs. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, ces seringues-là? Les seringues souillées qu'on retrouve par terre, c'est habituellement des seringues qui ont servi à injecter de la drogue dans les veines. Quelle sorte de drogue? Habituellement, le plus souvent de la cocaïne puis de l'héroïne. Dolores Cournoyer est infirmière à Cactus Mobile, un service qui vient en aide aux gens qui vivent l'enfer de la drogue. Quand on trouve une seringue souillée, il faut faire très, très, très attention. Pourquoi c'est dangereux? Le danger, c'est le sang.
Tu peux avoir du sang sur la seringue ou dans la seringue. Et c'est dans le sang qu'il y a le virus du sida ou de l'hépatite. Le virus du sida, il vit que quelques secondes à l'air libre. L'hépatite, il vit un petit peu plus longtemps, il vit que quelques minutes. C'est pour ça qu'on doit prendre des mesures d'hygiène pour se protéger. Comment ça peut nous infecter, ces virus-là? C'est que si tu viens en contact avec le sang de quelqu'un qui est contaminé du virus et qui vient en contact avec ton propre sang, c'est à ce moment-là que tu peux attraper le virus. Ça, Benoît, j'imagine que ça te rappelle des souvenirs, hein? Oui. Pas des bons souvenirs, par exemple, parce que... Non. Parce que, moi, ça signifie ma déchéance puis l'enfer, tu sais, pour moi. Le cauchemar de la drogue, Benoît Bellil l'a vécu et il s'en est sorti. Il a courageusement accepté d'en parler. Quel âge tu as commencé à prendre la drogue? À l'âge de 13 ans. Ça a commencé par le petit joint de pote, là, comme tout le monde. Puis ma mère, elle me disait, ben un jour, tu vas te rendre jusqu'à la piqûre, à l'héroïne. Puis moi, je disais, ben non, tu sais, c'est pas vrai. Puis ça s'est révélé que c'était bien vrai, qu'est-ce qu'elle m'a dit, tu sais. Parce qu'après ça, tout s'est enchaîné. L'acide, la mescaline, la coke, jusqu'à l'héroïne. C'est là que vraiment, là, j'ai descendu bas, là. Premièrement, tu te lèves le matin, tu files pas, là, t'as mal partout, aux os, aux cheveux, vraiment partout, là, t'es malade. Là, premièrement, ça te prend justement ta dose, là, pour pouvoir passer une belle journée. Là, dans mon cas, je travaillais plus à la fin, donc fallait que j'aille voler, là, tu sais. Donc, je partais, je commençais ma journée comme ça. Là, après la première dose, là, je me sentais juste bien pour passer ma journée, tu sais. Mais là, mes problèmes rembarquaient sur moi. Bon, j'ai plus de job, je prends plus mes responsabilités, je m'occupe plus de ma famille, tout ça. Pour cacher ça, là, j'en reprenais plus pour pas voir ça. Donc, à tous les jours, ça recommençait, là. C'était une roue qui tournait tout le temps, là. Donc, un matin, là, je me suis décidé, je me suis dit, bon, là, je m'en vais faire un vol, mais en sortant, je vais marcher pour qu'il me pogne. C'est ça qui est arrivé. Je me suis fait pogner, j'étais allé en arrière des barreaux, puis c'est là que j'ai fait mon sevrage avant de rentrer en thérapie, là, à Mélaric. Après notre rencontre, Benoît s'en va passer une entrevue pour un travail. Pour lui, c'est un retour à la vie normale, après 6 longs mois de désintoxication au centre Mélaric. Si Mélaric n'aurait pas été là pour m'aider, Dieu sait où je serais rendu aujourd'hui. Chaque été au Canada, les feux de forêt font vivre un enfer aussi bien aux hommes qu'aux animaux. Mais savais-tu qu'après un feu, certaines forêts se sentent comme au paradis? Dans les forêts de pins ou d'épinettes, par exemple, le feu joue un rôle primordial. Il assure le renouvellement de la forêt. Comment? D'abord, il élimine des arbres trop vieux ou malades, ce qui permet à de plus jeunes de pousser. Ensuite, la cendre contient beaucoup d'éléments nutritifs que les plantes peuvent utiliser pour croître. Et ce n'est pas tout. Certaines espèces, comme le pin gris, ne pourraient tout simplement pas se reproduire sans le feu. Comment ça? Parce que le feu fait fondre une résine qui, en temps normal, empêche les cônes de s'ouvrir pour libérer leurs graines. Sans feu de forêt, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de pin gris. Ce qui prouve encore une fois que parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Qu'est-ce que t'as à me regarder de même? Rien. Ça va mieux un matin? Oh oui. Ah, hier, j'étais pas mal déprimé, hein. Je pensais vraiment que je me remettrais pas. C'était quoi ton problème? Philo, cette affaire. Tu le sais. Tout le temps, lui qui a l'air du bolé, moi, j'ai toujours l'air tata. Tu veux dire que c'est Philo qui persécutait ton moi inférieur? Mon moi intérieur, Max. C'est pour ça que j'ai écrit que je voulais plus le voir pendant un petit bout de temps. T'en fais pas, CA, je suis là. Oh non. Avec moi, t'auras plus le temps de déprimer. Et Philo, je pense que c'est... Tu sais que c'est pas toujours drôle ce que tu dis. Philo, va-t'en. Non, mais CA, je suis ton ami, je te laisserai jamais tomber. Jamais. Tu peux compter sur moi. Max, parle-lui, s'il te plaît. Philo, laisse-le tranquille, CA, OK? Oui, mais c'est pas bon qu'il reste seul avec ce qu'il m'a écrit. Philo, c'était pas assez clair dans la lettre. Je veux plus te voir pendant un petit bout de temps. Tu veux plus me voir? C'est juste ça. C'est bien assez. Tu vois, c'était pas aussi grave qu'on pensait. Mais t'aurais pu me le dire, j'aurais compris. Ben là, tu le sais. Je pense que ça va y faire du bien d'avoir la paix en fin de semaine. Ça me dérange pas, ça va me laisser plus de temps pour finir mon travail de chimie.
Quel travail de chimie? Celui qu'on doit remettre lundi. Bye! Philo! Va-t'en pas. On n'était pas supposé faire ensemble, ce travail-là? Je comprends plus, là. Tu veux me voir ou tu veux pas me voir? Max, parle-y, s'il te plaît. Il y a des choses qui sont indiscutablement l'enfer pour tout le monde. Par contre, il y a des choses qui sont infernales pour certains qui ne le sont pas pour d'autres. Moi, par exemple, ce qui est l'enfer pour moi, c'est quand j'ai quelque chose entre les mains, là, je le dépose quelque part, puis 2 minutes après, je me souviens plus c'est où. Ça, j'haïs ça, c'est l'enfer! Ça, c'est vrai. Ah, moi, l'enfer, là, c'est les oignons. Je suis pas capable de les sentir, de les manger crus. Ah, j'aime pas ça. Je suis même pas capable de les voir. Je viens fou. Moi, là, c'est quand quelqu'un m'a donné un rendez-vous, puis 3 heures plus tard, ben, il est pas encore arrivé. Ah. Moi, l'enfer, pour moi, c'est magasiner. J'haïs magasiner, surtout avec des gens qui adorent magasiner. Pour moi, c'est ça l'enfer. Marie-Soleil, il me semble que tu nous as pas tout dit à propos de ton enfer. Hein? Ben, t'es pas chatouilleuse, toi? Ben non. Ça, c'est pas l'enfer, ça, c'est de la torture. Non, c'est correct, t'as pas le droit de me chatouiller. Salut, les débrouillards!